Ils ont ignoré mon anniversaire, comme toujours, puis ont organisé une fête somptueuse pour ma sœur la même semaine. Alors, je suis parti pour de bon, et leur réaction a été complètement folle. J'ai 28 ans, et j'ai finalement atteint mon point de rupture avec ma famille. Ce qui s'est passé le mois dernier a complètement anéanti tout espoir qu'il me restait d'avoir une relation normale avec eux. J'ai besoin de vider mon sac, car honnêtement, j'ai encore du mal à réaliser à quel point leur réaction a été insensée, simplement parce que je me suis défendu. Laissez-moi d'abord vous donner un peu de contexte. Je suis l'enfant du milieu, d'une fratrie de 3 filles. Ma sœur aînée, Madison, a 31 ans, et ma sœur cadette, Chloé, en a 25. En grandissant, je me suis toujours senti comme l'oublié. Madison était la surdouée qui ne pouvait rien faire de mal aux yeux de mes parents, que des excellentes notes, une athlète étoile, une bourse complète pour l'université Northwestern. Chloé était la petite dernière, qui s'en tirait avec tout et qui était pourri gâtée, car elle était la bénédiction surprise que mes parents ont eue alors qu'ils pensaient ne plus avoir d'enfants. Et puis, il y avait moi, Juliette. Des notes moyennes, pas de talent particulier, juste quelqu'un qui essayait de s'en sortir sans faire de vagues. Mes parents, Linda et Robert, ont toujours semblé me considérer comme la facile, celle qui n'avait pas besoin de beaucoup d'attention parce que j'étais si indépendante et un peu exigeante. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que j'étais peu exigeante par choix. J'ai simplement appris très tôt que demander des choses menait à la déception. Chaque anniversaire, en grandissant, était un rappel brutal de ma place dans la hiérarchie familiale. Les anniversaires de Madison étaient des événements. On parle de fêtes à thème avec des dizaines d'amis, de décorations élaborées, de cadeaux coûteux, et ma mère passait des semaines à planifier chaque détail. Les anniversaires de Chloé étaient tout aussi extravagants, sinon plus, des fêtes de princesse, des promenades à poney, des châteaux gonflables, tout ce que son cœur désirait. Mes anniversaires? Un gâteau du commerce, un dîner dans le restaurant de mon choix, généralement quelque chose de simple, car je me sentais coupable de demander quoi que ce soit de cher, et quelques cadeaux pratiques. Pas de fête, pas d'amis invités, juste nous 5 autour de la table de la salle à manger, avec mes parents qui regardaient leur téléphone la moitié du temps. Je me disais que ça n'avait pas d'importance. Je me suis convaincu que je préférais de toute façon les célébrations intimes. Mais au fond de moi, ça me faisait mal, à chaque fois, surtout quand ils dépensaient plus pour les seules décorations de l'anniversaire de Madison que pour l'ensemble de ma fête. Ce schéma a continué bien après, à l'âge adulte. Même après que j'ai déménagé, que j'ai eu mon propre appartement et que j'ai commencé à travailler comme coordinatrice marketing dans une organisation à but non lucratif, rien n'a changé. Le 30e anniversaire de Madison, l'année dernière, fut une escapade d'un week-end dans la Napa Valley, que mes parents ont entièrement organisé et payé. Le 24e anniversaire de Chloé fut une fête surprise dans un restaurant chic avec 40 invités. Mon 27e anniversaire? Un texto me demandant si je voulais qu'on déjeune ensemble un de ces jours. J'ai essayé d'en parler à mes parents au fil des ans, mais ils avaient toujours des excuses. Madison est tellement stressée par son cabinet d'avocat, où Chloé traverse une mauvaise passe et a besoin d'un soutien supplémentaire. Quand je soulignais la différence de traitement de nos anniversaires, ma mère devenait défensive et disait que j'étais dramatique et qu'ils nous aimaient toutes également, mais différemment. Mais cette année, c'était différent. Cette année, j'ai décidé que j'allais me faire entendre. Mon 28e anniversaire approchait, le 15 octobre, et j'étais déterminé à avoir enfin la célébration que j'avais toujours voulu. J'ai commencé à planifier tôt, en laissant entendre à ma famille à quel point j'étais excité pour mon anniversaire cette année et combien j'espérais que nous pourrions faire quelque chose de vraiment spécial. 3 semaines avant mon anniversaire, j'ai pris mes parents à part et je leur ai dit à quel point cet anniversaire était important pour moi. J'ai expliqué que je me sentais négligé depuis des années et que je voulais vraiment qu'ils fassent un effort pour rendre celui-ci mémorable. Je ne demandais rien d'extravagant, peut-être un bon dîner dans un endroit un peu chic, inviter mes tantes et oncles, avoir un gâteau personnalisé, mettre quelques décorations, les bases d'une fête qu'ils avaient organisée d'innombrables fois pour mes sœurs. Mon père a hoché la tête et a dit qu'il rendrait absolument ce jour spécial. Ma mère m'a serré dans ses bras et s'est excusée de ne pas avoir réalisé ce que je ressentais. Pour la première fois depuis des années, je me suis senti écouté et valorisé par mes parents. J'étais sincèrement excité et j'ai commencé à dire à mes amis que ma famille allait enfin m'organiser une vraie fête d'anniversaire. À l'approche du 15 octobre, je n'arrêtais pas de poser des questions sur les plans. Ma mère disait qu'ils y travaillaient et que je devais leur faire confiance.
J'ai pensé qu'il voulait que ce soit une surprise, alors j'ai lâché l'affaire et j'ai essayé d'être patiente. J'ai même acheté une nouvelle robe pour l'occasion, quelle qu'elle soit. Le 15 octobre est arrivé, et est reparti, sans rien. Pas de fête, pas de dîner spécial, pas de décoration, juste un autre dîner de famille décontracté dans une chaîne de restaurants, où le serveur a chanté « Joyeux anniversaire » et a apporté une part de cheesecake avec une bougie. J'étais assise là, essayant de ne pas pleurer, pendant que mon père prenait exactement 2 photos avec son téléphone et que ma mère passait la majeure partie du dîner à parler de son club de lecture. Madison n'était même pas là, car elle avait des obligations professionnelles, et Chloé est arrivée avec 20 minutes de retard parce qu'elle s'était laissée distraire par le shopping. Le tout a duré 1h30, et je suis rentré chez moi en me sentant plus invisible que jamais. J'étais blessé, mais j'ai essayé de rationaliser. Peut-être qu'ils prévoyaient une célébration en retard. Peut-être qu'un imprévu avait chamboulé leur plan cette semaine-là. J'ai décidé de leur accorder le bénéfice du doute et j'ai attendu de voir s'ils mentionneraient de reprogrammer. Puis, le 20 octobre est arrivé. Je faisais défiler Instagram quand j'ai vu une story de mon cousin, Tyler. C'était une vidéo d'une fête absolument magnifique, des guirlandes lumineuses, des arrangements floraux élaborés, une table de dessert digne d'un magazine, et une bannière qui disait « Joyeux 25e anniversaire, Chloé », en élégantes lettres dorées. J'ai cliqué sur le reste de ces stories et j'ai eu l'impression qu'on m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. Il y avait Chloé, dans une belle robe, entourée d'au moins 50 personnes, toutes célébrant son 25e anniversaire dans le jardin de mes parents, un jardin qui avait été transformé en un véritable conte de fées. J'ai immédiatement appelé ma mère, les mains tremblantes de colère et de peine. « Juliette, ma chérie, qu'est-ce qui se passe ?» répondit-elle nonchalamment. « Ce qui se passe. Ce qui se passe. » Je pouvais à peine garder ma voix stable. « Vous avez organisé une énorme fête d'anniversaire pour Chloé, 5 jours après avoir complètement ignoré le mien. » Il y eut une pause. « Oh, ma puce, c'est différent. » Chloé était vraiment déprimée ces derniers temps à cause de sa rupture avec Jake, et on a pensé qu'elle avait besoin de quelque chose pour lui remonter le moral. En plus, son anniversaire n'est que le mois prochain, mais elle sera en voyage pour le travail, alors on l'a avancé. Donc, vous avez avancé sa fête d'anniversaire à 5 jours après le mien, après que je vous ai spécifiquement dit à quel point cet anniversaire était important pour moi. Juliette, tu recommences à être dramatique. Il ne s'agit pas de toi. Dramatique, encore? Après 28 ans à être négligé, rejeté et traité comme une pensée après coup, j'étais dramatique d'avoir des sentiments à ce sujet. Tu sais quoi, maman? Tu as raison. Il ne s'agit pas de moi. Il ne s'est jamais agi de moi. Et finalement, ça me va. J'ai raccroché et je suis resté assise dans mon appartement, à regarder d'autres publications Instagram de la fête. Il y avait des photos professionnelles, un guitariste acoustique en direct, un traiteur d'un restaurant cher, et un gâteau personnalisé à 3 étages. Tout ce que j'avais demandé, et plus encore, avait été donné à Chloé sans même qu'elle le demande. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. C'en était fini. Je n'ai pas fait de grande annonce ni envoyé de textos dramatiques. J'ai simplement arrêté de prendre contact. J'ai arrêté d'appeler, d'envoyer des textos, de me présenter au dîner de famille. Je me suis retiré du groupe de discussion familiale et je les ai tous désabonnés de mes réseaux sociaux. Je me suis dit que s'ils voulaient une relation avec moi, ils remarqueraient mon absence et me contacteraient. Pendant 2 semaines, rien. Un silence complet de leur part. Cela a en fait validé tout ce que je ressentais. J'étais vraiment si insignifiante pour eux. Mais ensuite, mon téléphone a commencé à sonner. Ça a commencé avec Madison. Juliette, maman panique parce que tu as coupé les ponts. C'est quoi ton problème? Quand j'ai expliqué ce qui s'était passé, elle a ricané. Tu coupes sérieusement les ponts avec la famille à cause d'une fête d'anniversaire? C'est incroyablement immature. Puis ce fut le tour de Chloé, qui a eu l'audace de dire « Je n'ai même pas demandé cette fête. Tu me punis pour quelque chose que je n'ai pas fait. » Mais la vraie folie a commencé quand mes parents ont réalisé que j'étais sérieuse dans ma décision de rester à l'écart. Ma mère s'est présentée à mon appartement sans prévenir un mardi soir, pleurant de manière hystérique dans mon couloir. « Juliette, tu déchires cette famille. Ton père n'a pas dormi depuis des jours tellement il s'inquiète pour toi. Comment peux-tu être si égoïste? » Égoïste? J'étais égoïste de me retirer d'une dynamique qui m'était néfaste.
Quand j'ai calmement expliqué ma position et lui ai demandé de partir, elle s'est mise à crier que je jetais ma famille par-dessus bord pour rien et que je me comportais comme une enfant gâtée. Mon voisin est même sorti pour vérifier si tout allait bien. Mon père a essayé une autre approche. Il a commencé à m'envoyer de longs emails sur à quel point il était déçu que j'y abandonne ma famille et que je donnais un terrible exemple à ma jeune sœur. Il m'a accusé d'être jalouse et vengeresse et a dit que je prouvais que j'étais le problème en fuyant au lieu de régler les choses. Les emails sont devenus de plus en plus manipulateurs. Il a évoqué toutes les vacances en famille que j'avais passées, toutes les fois où il m'avait soutenu, chaque euro qu'ils avaient dépensé pour mon éducation, comme si je leur devais une relation en raison de leurs obligations parentales de base. Puis Madison s'est jointe à la mêlée, avec sa propre forme de manipulation émotionnelle. Elle m'a appelé en pleurant, disant que maman était si bouleversée qu'elle mangeait des anxiolytiques comme des bonbons et que papa buvait plus que d'habitude. Selon Madison, tout était de ma faute, parce que j'étais têtu et déraisonnable. Tu es incroyablement égoïste, sanglota-t-elle au téléphone. La famille est censée se pardonner. Tu choisis ta fierté plutôt que ta famille. Mais c'est là que ça a vraiment dérapé. Quand aucune de leurs tentatives de culpabilisation n'a fonctionné, ils ont décidé de recruter des renforts. Soudain, j'ai commencé à recevoir des appels et des textos de tantes, d'oncles, de grands-parents et d'amis de la famille, tous me disant quelle fille terrible j'étais et à quel point mes parents avaient le cœur brisé. Ma tante Carole, à qui je parlais à peine, m'a laissé un message vocal disant que je brisais le cœur de ma mère et que je devais ravaler ma fierté et m'excuser. Ma grand-mère, qui a 82 ans, a appelé pour me dire que je faisais honte à la famille et qu'elle ne m'avait pas élevé pour être si froide et impitoyable. Le plus ridicule fut l'ami de ma mère, du travail, que j'avais rencontré peut-être 3 fois, qui m'a envoyé un message sur Facebook pour me dire que mes parents étaient des saints et que j'étais ingrate pour tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Ils m'avaient transformé en méchante dans leur récit. Je n'étais pas une fille qui avait été constamment négligée et qui avait finalement osé se défendre. J'étais une personne égoïste et cruelle qui déchirait une famille aimante sans aucune raison. Mais le summum de leur folie est arrivé 3 semaines après que j'ai coupé les ponts. Je suis rentré du travail pour trouver toute ma famille assise dans le hall de mon immeuble, mes parents, mes 2 sœurs, et le frère de ma mère, l'oncle Pet, qui vivait à 3 heures de route et qui avait apparemment fait le déplacement pour cette intervention. Ils avaient réussi à convaincre le gérant de mon immeuble de les laisser attendre à l'intérieur, prétextant une urgence familiale. Quand je les ai vus, j'ai immédiatement fait demi-tour pour partir, mais mon père a crié « Juliette, nous ne partirons pas tant que tu ne nous auras pas parlé. » J'étais piégé. Mes voisins me regardaient, et je ne voulais pas faire de scène, alors j'ai accepté à contre-cœur de monter pour parler. Dès que nous sommes entrés dans mon appartement, ils m'ont prise d'assaut. Ma mère s'est immédiatement remise à pleurer, disant que je détruisais la famille et qu'elle n'avait pas dormi depuis des semaines tellement elle s'inquiétait pour moi. Mon père s'est lancé dans un sermon sur la responsabilité et l'engagement et sur le fait que la famille n'abandonne pas les siens. Madison n'arrêtait pas d'intervenir pour me dire que j'étais ridicule et enfantine, tandis que Chloé restait assise, l'air confus et blessé, me demandant pourquoi je la détestais tant. Mais l'oncle Pet, qui me connaissait à peine, fut le pire. Il s'est mis à crier que je manquais de respect à mes aînés et que les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas la chance qu'ils ont. Il a carrément pointé son doigt vers mon visage et m'a dit que j'étais une déception pour la famille. Pendant 1 heure, ils se sont relayés pour me réprimander, me culpabiliser et exiger que je m'excuse et que je revienne au dîner de famille. Pas une seule fois quelqu'un n'a reconnu la raison pour laquelle je m'étais éloigné. Pas une seule fois quelqu'un n'a validé mes sentiments ou admis qu'il m'avait peut-être traité injustement. Finalement, j'en ai eu assez. Sortez, dis-je doucement. Juliette, nous essayons de t'aider, commença ma mère. Sortez, criai-je. Vous tous, sortez de mon appartement, tout de suite. La pièce devint silencieuse. Je crois qu'ils étaient choqués que j'ai enfin haussé la voix. Vous voulez savoir ce qui est enfantin, continuai-je, la voix tremblante de colère. Ce qui est enfantin, c'est de traiter un enfant différemment pendant 28 ans, puis de la manipuler quand elle vous le reproche. Ce qui est enfantin, c'est de mobiliser toute la famille élargie pour harceler quelqu'un, au lieu de simplement réfléchir à votre propre comportement. J'ai regardé mes parents droit dans les yeux. Vous avez eu la chance de me montrer que je comptais pour vous. Je vous ai littéralement supplié de rendre mon anniversaire spécial, et vous n'avez pas pris la peine. Mais 5 jours plus tard, vous avez organisé pour Chloé la fête de ses rêves sans même qu'elle le demande. Ma mère ouvrit la bouche pour parler,
mais je l'ai coupé. Je ne joue plus à ce jeu. Je ne vais pas continuer à mendier des miettes d'attention de la part de gens qui ne me valorisent clairement pas. Je ne vais pas continuer à prétendre qu'être traité comme une pensée après coup est normal ou acceptable. Je me suis dirigé vers ma porte d'entrée et je l'ai ouverte. Partez maintenant et ne revenez pas, à moins que vous ne soyez prêt à reconnaître ce que vous avez fait et à vous excuser sincèrement. Un par un, ils sont sortis. Ma mère en pleurant, mon père secouant la tête de dégoût, et l'oncle Pet marmonnant à propos des enfants ingrats. Madison fut la dernière à partir. Elle s'arrêta sur le seuil de ma porte et dit, « Tu sais, Juliette, parfois je ne te reconnais même plus. Ce n'est pas la personne que tu étais. » « Tu as raison, » répondis-je. J'étais quelqu'un qui acceptait d'être maltraité parce que j'avais peur de perdre ma famille. Maintenant, je suis quelqu'un qui sait que je mérite mieux. Après leur départ, je me suis assise sur mon canapé et j'ai pleuré pendant 2 heures. Non pas parce qu'il me manquait, mais parce que je faisais le deuil de la famille que j'avais toujours voulu mais que je n'avais jamais eue. C'était il y a 6 semaines, et les choses n'ont fait qu'empirer. Ils ont maintenant lancé ce que je ne peux décrire que comme une campagne à grande échelle pour me forcer à réintégrer la famille. Ils ont contacté mon employeur, prétendant qu'il s'est inquiété pour ma santé mentale et demandant si je me comportais étrangement au travail. Ils ont contacté mes amis, leur disant que j'avais fait une dépression et leur demandant de me convaincre de reprendre contact avec ma famille. Ma mère m'a envoyé plus de 50 emails, allant d'excuses larmoyantes qui me reprochaient d'avoir mal interprété leurs actions à des diatribes furieuses sur la façon dont je déchirais la famille. Mon père a commencé à se présenter à mon immeuble à des heures aléatoires, laissant des cadeaux et des notes devant ma porte. Chloé a été la pire, cependant. Elle a créé de faux comptes sur les réseaux sociaux pour m'envoyer des messages, prétendant qu'elle voulait juste comprendre pourquoi je la détestais tant. Quand je les ai bloqués, elle a demandé à ses amis de m'envoyer des messages à sa place. Madison a engagé un avocat pour m'envoyer une mise en demeure, affirmant que je harcelais la famille en ne répondant pas à leurs tentatives de contact. Oui, vous avez bien lu. Ils m'ont envoyé un document juridique exigeant que j'arrête de les ignorer. La dernière escalade a eu lieu la semaine dernière, quand ils se sont tous présentés à mon lieu de travail pendant ma pause déjeuner. Ma mère est entrée dans la réception et s'est mise à pleurer bruyamment, racontant que sa fille faisait une dépression nerveuse et il refusait de parler à sa famille. Mon père a exigé de parler à mon supérieur au sujet de ses inquiétudes pour mon bien-être. Ma patronne, heureusement, est formidable et leur a essentiellement dit qu'ils devaient partir ou qu'elle appellerait la sécurité. Mais toute la situation était mortifiante, et j'ai dû expliquer la situation aux ressources humaines pour m'assurer qu'ils comprenaient que je ne traversais pas réellement une crise de santé mentale. L'ironie, c'est que leur comportement prouve exactement pourquoi j'avais besoin de prendre mes distances avec eux. Au lieu de réfléchir à leurs actions et d'essayer de réparer les choses, ils ont redoublé de manipulation émotionnelle, de harcèlement et d'humiliation publique. Ils n'arrêtent pas de dire que je déchire la famille. Mais quelle famille? Une famille où un membre est constamment traité comme moins important que les autres? Une famille où exprimer ses blessures fait de vous une personne dramatique et égoïste? Une famille qui se mobilise contre vous dès que vous cessez d'accepter un mauvais traitement? J'ai commencé à voir un thérapeute pour m'aider à gérer tout cela, et elle m'a aidé à comprendre que ce que ma famille fait n'est ni normal ni sain. Le niveau de harcèlement et de manipulation que j'ai subi depuis que j'ai coupé les ponts est en fait la confirmation que j'ai fait le bon choix. Elle m'a aussi aidé à voir que je ne suis pas responsable de la gestion de leurs émotions ou de la réparation de leurs sentiments concernant mon absence. S'ils sont vraiment dévastés de m'avoir perdu, ils ont une solution très simple, reconnaître ce qu'ils ont fait de mal et s'excuser sincèrement. Mais ils préfèrent dépenser leur énergie à essayer de me forcer à revenir dans une dynamique néfaste plutôt que de s'attaquer réellement au problème. J'ai changé de numéro de téléphone, j'ai renforcé la sécurité de mon immeuble et j'ai prévenu mon employeur de leur comportement. J'ai aussi commencé à documenter tout ce qu'ils font, au cas où je devrais engager des poursuites pour harcèlement. Certains jours sont plus difficiles que d'autres. L'idée d'avoir une famille proche me manque, mais la réalité de la façon dont ils me traitaient, non. J'ai pu nouer des amitiés plus fortes et me concentrer sur ma carrière d'une manière que je n'aurais jamais pu le faire lorsque je gérais constamment les drames familiaux. Mes amis ont été incroyables pendant tout ce temps. Ils ont validé ma décision et m'ont aidé à voir à quel point le comportement de ma famille était anormal. Plusieurs d'entre eux ont dit qu'ils s'étaient toujours demandé pourquoi j'avais l'air si anxieuse en présence de ma famille, et que maintenant ils comprenaient. Le point de rupture pour moi est survenu environ 2 semaines après l'incident au travail.
Je commençais enfin à sentir qu'il lâchait peut-être prise quand j'ai reçu un appel de ma propriétaire, Madame Peterson. C'est une adorable dame âgée qui a toujours été gentille avec moi, et elle semblait sincèrement inquiète. « Juliette, ma chérie, votre mère m'a appelé ce matin, dit-elle avec hésitation. Elle est très inquiète pour vous et m'a demandé si je pouvais faire une vérification de bien-être. Elle a dit que vous pourriez traverser une sorte de crise de santé mentale et que vous ne preniez pas soin de vous correctement. » Mon sang se glaça. Ils impliquaient maintenant ma propriétaire dans leur campagne de manipulation. « Madame Peterson, je vais parfaitement bien, l'assurai-je. Ma famille et moi avons un désaccord, et ils essaient de me faire pression pour que je me réconcilie en faisant croire que je suis instable. Je vous promets que je suis en bonne santé, mentalement et physiquement. » Il y eut une pause. « Eh bien, vous avez l'air d'aller bien, ma chère, mais votre mère était très insistante. Elle a demandé si elle pouvait avoir un double des clés pour venir voir comment vous alliez. » L'audace était à couper le souffle. Ils voulaient que ma propriétaire leur donne accès à mon appartement. « Absolument pas, dis-je fermement. Madame Peterson, je dois vous dire que je ne veux pas que ma famille ait accès à mon appartement ou à des informations me concernant. S'ils vous contactent à nouveau, s'il vous plaît, ne leur parlez pas. » Elle a accepté, mais je pouvais dire que toute la situation la mettait mal à l'aise. Je me sentais terriblement mal qu'ils aient entraîné cette femme innocente dans leur drame. Cette même semaine, j'ai découvert qu'ils étaient passés à un niveau encore plus troublant. Ma meilleure amie, Jessica, m'a appelé, l'air confus et un peu effrayé. « Juliette, je viens d'avoir la conversation la plus étrange avec quelqu'un qui prétend être ta sœur, dit-elle. Elle m'a trouvé sur LinkedIn et m'a envoyé ce long message sur la façon dont tu as coupé les ponts avec toute ta famille et qu'il s'inquiète que tu fasses une dépression. Elle m'a demandé si j'avais remarqué des changements dans ton comportement et si je pouvais te convaincre d'appeler ta mère. Madison avait retrouvé mes amis et menait essentiellement des enquêtes sur mon état mental et ma vie quotidienne. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» demandai-je. « Je lui ai dit que tu semblais plus heureuse et plus détendue que je ne t'avais vu depuis des années, et que peut-être il y avait une raison pour laquelle tu avais besoin de prendre tes distances avec eux, » répondit Jessica. « Mais Juliette, c'est un comportement vraiment bizarre. Les familles normales n'engagent pas de service de détective pour leurs propres enfants. » Elle avait raison. Mais ça a empiré. Au cours des jours suivants, j'ai découvert que Madison avait contacté non seulement Jessica, mais pratiquement toutes les personnes que je connaissais. Ma colocataire d'université, Emma, a reçu un message sur Facebook. Mon collègue, David, a reçu un message sur LinkedIn. Même mon professeur de yoga, que je n'avais mentionné que de nom en passant lors de dîners de famille il y a des années, a été contacté. Les messages suivaient tous le même schéma, exprimer leur inquiétude pour ma santé mentale, prétendre que j'avais soudainement coupé les ponts avec ma famille aimante sans raison, et demander aux gens de faire un rapport sur mon comportement et de me convaincre de me réconcilier. C'était une campagne coordonnée pour m'isoler et me faire passer pour instable. La partie la plus insidieuse était la façon dont ils présentaient cela comme de l'inquiétude plutôt que du harcèlement. Pour quelqu'un qui ne connaissait pas toute l'histoire, cela pouvait en effet ressembler à des membres de la famille inquiets essayant d'aider un proche en difficulté. Mais mes amis ont vu clair dans leur jeu. Emma m'a appelé en riant, disant que le message de Madison était si excessivement dramatique qu'on aurait dit un scénario de feuilleton. David était en fait en colère pour moi, qualifiant leur comportement de manipulateur et glauque. La validation de mes amis signifiait tout pour moi, mais j'étais aussi profondément embarrassé que mes drames familiaux affectent maintenant des personnes qui n'avaient rien à voir avec ça. Puis vint ce que j'appelle maintenant la campagne de Noël. Même si nous n'étions qu'en novembre, ma mère a commencé son offensive de culpabilisation pour les fêtes très tôt. J'ai commencé à recevoir des emails quotidiens avec des objets comme ta chaise vide à Noël et comment pouvons-nous célébrer sans toi. Les emails étaient des chefs d'œuvre de manipulation émotionnelle. Elle écrivait qu'elle avait déjà acheté mes cadeaux de Noël et à quel point elle avait le cœur brisé que je ne sois pas là pour les ouvrir. Elle décrivait en détail comment elle avait pleuré en décorant la maison parce que chaque décoration lui rappelait moi. Elle m'a même envoyé une photo des chaussettes de Noël qu'elle avait accrochées. Pour moi, en tout cas, écrivait-elle, juste au cas où tu reviendrais à la raison. Mon père s'est joint à la fête avec sa propre version, m'envoyant des articles sur l'importance de la famille pendant les fêtes et des statistiques sur la façon dont l'éloignement familial affecte la santé mentale. Il me transférait ces articles avec des commentaires comme « Ça m'a fait penser à toi et à quel point tu te fais du mal en restant à l'écart ». L'approche de Chloé était différente, mais tout aussi manipulatrice.
Elle a commencé à poster des stories Instagram clairement conçues pour me faire sentir coupable, des photos d'elle l'air triste avec des légendes comme quelqu'un qui était ma meilleure amie me manque et j'aimerais comprendre ce que j'ai fait de mal. Elle postait de vieilles photos de nos enfants avec des légendes comme des temps plus simples, quand ma sœur m'aimait encore. Le pire, c'est qu'elle recevait beaucoup de sympathie de la part d'amis communs qui ne connaissaient pas toute l'histoire. Les gens commentaient des choses comme « Je suis désolé que tu traverses ça et elle finira par revenir ». C'était comme si elle cherchait une validation collective pour leur récit selon lequel j'étais la personne déraisonnable. Madison a adopté une approche plus agressive, m'envoyant des documents juridiques sur l'éloignement familial et ses effets psychologiques sur les deux parties. Elle joignait des lettres d'accompagnement expliquant qu'elle était préoccupée par les ramifications juridiques et psychologiques de ma décision et me conseillant vivement de chercher une thérapie familiale avec eux tous. Quand rien de tout cela n'a fonctionné, ils ont essayé de recruter ma famille élargie de manière plus systématique. J'ai commencé à recevoir des appels de parents à qui je n'avais pas parlé depuis des années, tous répétant les mêmes arguments sur le pardon et la loyauté familiale. Ma cousine Rachel, avec qui j'avais à peine interagi depuis l'enfance, m'a appelé en sanglotant pour me dire que mon absence détruisait l'unité familiale et que j'étais l'égoïste et vengeresse. Elle m'a dit que ma tante faisait des crises de panique tellement elle s'inquiétait pour moi et que ma grand-mère priait pour moi tous les soirs. Mon oncle Mike, qui vivait à l'autre bout du pays et ne s'était jamais intéressé à ma vie auparavant, m'a envoyé une lettre manuscrite sur le fait que la famille est la chose la plus importante et que je jetais quelque chose de précieux par-dessus bord pour un malentendu. Même des cousins que je n'avais jamais rencontrés personnellement m'envoyaient des messages sur les réseaux sociaux, me disant qu'ils avaient entendu parler de la crise familiale et m'encourageant à être la plus intelligente et à me réconcilier. La nature coordonnée de tout cela était évidente et, honnêtement, assez impressionnante par son ampleur. Ils avaient mobilisé ce qui semblait être chaque personne partageant ne serait-ce qu'une goutte de mon ADN. Mais la chose la plus manipulatrice qu'ils aient faite a peut-être été d'impliquer directement ma grand-mère d'une manière qui m'a semblé particulièrement cruelle. Ma grand-mère de 82 ans, que j'aimais sincèrement et qui avait toujours été gentille avec moi, m'a appelé un soir, en pleurs hystériques. À travers ses larmes, elle m'a dit que ma mère lui avait raconté que j'avais dit que je ne voulais plus jamais les revoir et que je détestais toute la famille. Je n'avais jamais rien dit de tel. J'avais simplement cessé de communiquer avec eux après des tentatives répétées de manipulation. Juliette, ma chérie, sanglota ma grand-mère, je ne comprends pas ce qu'on a fait pour que tu nous détestes autant. Ta mère a le cœur si brisé, et j'ai peur de mourir sans te revoir. La conversation m'a brisé le cœur, car je pouvais dire que ma grand-mère croyait sincèrement ce qu'on lui avait raconté. Mes parents m'avaient dépeinte comme cette personne cruelle qui avait rejeté toute sa famille par dépit, plutôt que comme quelqu'un qui s'était retiré d'une dynamique néfaste. J'ai expliqué doucement à ma grand-mère que je ne détestais personne, que j'avais simplement eu besoin de prendre mes distances à cause de la façon dont j'avais été traité, et que mes parents déformaient à la fois mes paroles et mes actions. Elle a écouté en silence, puis a dit quelque chose qui m'a surprise, tu sais, Juliette, ta mère a toujours été dramatique. Même quand elle était petite, elle exagérait les choses quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Après cette conversation, j'ai réalisé que certains membres de ma famille élargie pourraient être plus réceptifs à ma version de l'histoire que je ne l'avais pensé. J'ai donc décidé d'écrire une lettre expliquant mon point de vue aux parents qui m'avaient contacté. Je suis resté factuel et calme, expliquant le schéma de traitement différencié que j'avais subi, l'incident spécifique des fêtes d'anniversaire, et mes tentatives de régler le problème avant de couper les ponts. J'ai souligné qu'il ne s'agissait pas de haine ou de vengeance, mais de protéger ma santé mentale et mon amour-propre. Les réponses que j'ai reçues ont été révélatrices. Plusieurs parents se sont excusés d'avoir tiré des conclusions hâtives et ont dit qu'ils n'avaient aucune idée qu'il y avait plus à l'histoire. Mon cousin Tyler, qui avait initialement posté les stories Instagram sur la fête de Chloé, m'a en fait appelé pour s'excuser et a dit qu'il avait remarqué le schéma de favoritisme en grandissant, mais qu'il n'avait pas réalisé à quel point c'était grave. Ma tante Carole, qui m'avait initialement laissé des messages vocaux en colère, m'a envoyé un long email admettant qu'elle avait vu un comportement similaire de la part de mes parents au fil des ans, mais avait supposé que ce n'était pas son rôle de dire quoi que ce soit. Elle a dit qu'elle était désolée de ne pas avoir reconnu ce que je traversais. Même l'oncle Pet, qui avait été si agressif lors de l'embuscade dans mon appartement, m'a contacté pour s'excuser après avoir parlé à sa femme, qui lui avait apparemment fait remarquer que son propre comportement avait été inapproprié, quelle que soit la situation familiale. Ce changement dans la compréhension de certains membres de ma famille élargie a semblé paniquer mes parents et mes sœurs. Soudain, ils perdaient le contrôle du récit qu'ils avaient mis tant d'efforts à établir.
C'est alors qu'ils ont fait leur coup le plus désespéré et, franchement, le plus insensé. Un jour, en rentrant du travail, j'ai trouvé un camion de déménagement garé devant mon immeuble. Confuse, je suis montée et j'ai trouvé ma mère en train de diriger 2 déménageurs qui transportaient des cartons dans l'appartement voisin du mien. Elle m'a vu et a fondu en larmes. Juliette. Oh, ma chérie, je me suis tellement inquiété pour toi. Qu'est-ce que tu fais ici, demandai-je, bien que je craignisse de connaître déjà la réponse. J'ai loué l'appartement d'Aix en Grave Côté pour être près de toi et m'assurer que tu vas bien, dit-elle, comme si c'était une chose tout à fait normale et raisonnable à faire. Le bail est de 6 mois, donc nous aurons tout le temps de régler les choses. Je suis resté là, sous le choc, pendant qu'elle continuait d'expliquer son plan. Elle allait vivre à côté de moi, me préparer des repas, et m'aider à traverser ce que je vivais. Elle en avait déjà parlé à Madame Peterson, prétendant que c'était une intervention thérapeutique recommandée par un conseiller familial. « Maman, tu ne peux pas emménager à côté de chez moi, dis-je, essayant de garder ma voix calme, malgré le fait que je hurlais intérieurement. Ma chérie, j'essaie juste de prendre soin de toi. Je sais que tu souffres et que tu es confuse, et je veux être là pour toi. » La manipulation était si transparente qu'elle en était presque insultante. Il ne s'agissait pas de prendre soin de moi. Il s'agissait de maintenir une surveillance et un contrôle. J'ai immédiatement appelé Madame Peterson, qui a expliqué avec regret que ma mère avait signé un bail légitime et qu'il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour le rompre sans motif. Cependant, elle a accepté d'installer de meilleures serrures sur ma porte et a promis de me faire savoir si ma mère essayait d'accéder à des services de l'immeuble ou à des informations me concernant. Vivre à côté de ma mère s'est avéré être tout aussi horrible que ce à quoi on pouvait s'attendre. Elle frappait à ma porte plusieurs fois par jour, laissant de la nourriture et des cadeaux à l'extérieur quand je ne répondais pas. Elle attendait dans le couloir que je rentre du travail, essayant de me coincer dans des conversations sur la nécessité de régler les choses. Le pire, c'est qu'elle écoutait à travers les murs et commentait mes activités. Si j'avais des amis, elle frappait à la porte pour demander si nous avions besoin de quelque chose. Si je regardais la télé, elle m'envoyait un texto pour me demander si je voulais qu'on regarde ensemble. Elle a même commenté mes horaires de sommeil, exprimant son inquiétude que je me couche trop tard. C'était comme vivre sous surveillance constante, et mon niveau d'anxiété a grimpé en flèche. J'ai commencé à passer la plupart de mes nuits chez Jessica, juste pour avoir un peu de paix. Mais même cela, c'était comme les laisser gagner. Après 2 semaines de cette guerre psychologique, j'avais atteint ma limite absolue. J'ai appelé une avocate. L'avocate, Patricia Wright, était spécialisée en droit de la famille et en cas de harcèlement. Quand j'ai expliqué la situation, elle n'a pas semblé particulièrement surprise, ce qui était à la fois rassurant et déprimant. Malheureusement, ce type d'escalade n'est pas rare dans les cas d'éloignement familial, m'a-t-elle dit. Certaines familles ont tellement de mal avec la perte de contrôle qu'elles adoptent un comportement de plus en plus inapproprié pour forcer une réconciliation. Elle m'a aidé à documenter tout ce qu'ils avaient fait, le harcèlement au travail, les contacts avec mon propriétaire et mes amis, les menaces juridiques, les faux comptes sur les réseaux sociaux, et maintenant la surveillance via ma mère vivant à côté. Nous avons des motifs pour une ordonnance restrictive, dit-elle. Le schéma de harcèlement est clair, et la décision de votre mère d'emménager à côté après que vous ayez clairement exprimé votre désir de ne plus avoir de contact pourrait être considéré comme du harcèlement criminel. J'hésitais à engager des poursuites contre ma propre famille, mais Patricia a expliqué que parfois, une intervention formelle était le seul moyen de faire comprendre aux gens que leur comportement était inacceptable. Pensez-y de cette façon, dit-elle. Si un ex-petit ami ou un ancien ami vous faisait ces choses, vous n'hésiteriez pas à chercher une protection juridique. Le fait qu'ils soient des membres de votre famille ne rend pas leur comportement moins nuisible ou inapproprié. Elle avait raison. J'ai demandé une ordonnance restrictive temporaire contre 4, citant le harcèlement criminel et l'ingérence dans mon travail et ma vie privée. L'audience au tribunal fut surréaliste. Toute ma famille s'est présentée avec son propre avocat, l'air choqué que j'ai réellement engagé des poursuites. Ils semblaient sincèrement croire que c'était moi qui me comportais de manière déraisonnable. Leur avocat a tenté de faire valoir que leur comportement était motivé par l'amour et l'inquiétude, et non par le harcèlement. Il m'a dépeinte comme une personne instable qui faisait du mal à sa famille aimante en refusant tout contact et toute communication. Mais Patricia avait bien fait son travail. Elle a présenté des preuves documentées de leur campagne, des captures d'écran des faux comptes sur les réseaux sociaux, des registres de la visite au travail, des témoignages d'amis qui avaient été contactés,
et le contrat de location de l'appartement d'Aix-en-Grave-Côté. Le juge a accordé l'ordonnance restrictive temporaire, notant que, quelles que soient leurs intentions, leur comportement avait été envahissant et inapproprié. Ils ont reçu l'ordre de rester à au moins 500 pieds de moi, de mon lieu de travail et de mon domicile, et de cesser tout contact par l'intermédiaire de tiers. Le regard de choc sur leur visage lorsque le juge a annoncé sa décision est quelque chose que je n'oublierai jamais. Je pense que c'était la première fois qu'ils réalisaient que d'autres personnes pourraient considérer leur comportement comme problématique plutôt que comme aimant. Ma mère s'est même levée et s'est mise à pleurer, disant que le juge ne comprenait pas qu'elle essayait juste de sauver sa fille. Le juge lui a dit de s'asseoir et a averti que toute violation de l'ordonnance restrictive entraînerait une arrestation. Pendant quelques semaines après la finalisation de l'ordonnance restrictive, les choses furent d'un calme absolu. Ma mère a déménagé de l'appartement d'Aix-en-Grave-Côté, bien qu'elle ait essayé de se disputer avec Madame Peterson pour récupérer sa caution, affirmant qu'elle était forcée de rompre le bail en raison d'une action en justice discriminatoire. J'ai commencé à mieux dormir, à me sentir moins anxieuse, et à profiter réellement de ma vie à nouveau. J'ai commencé à penser que peut-être l'intervention juridique leur avait enfin fait comprendre que leur comportement était inacceptable. J'aurais dû m'en douter. Je sais que certaines personnes liront ceci et penseront que je réagis de manière excessive ou que je devrais simplement pardonner à ma famille et passer à autre chose. Mais j'ai appris que le pardon ne signifie pas accepter un mauvais traitement continu. J'ai appris que la famille, ce n'est pas seulement une question de lien de sang, ce sont des gens qui vous valorisent, vous respectent et vous traitent avec gentillesse. J'ai peut-être perdu ma famille biologique, mais j'ai gagné quelque chose de plus précieux, le respect de moi-même et la certitude que je n'ai pas à me contenter d'être la roue de secours de qui que ce soit. À quiconque vit des dynamiques familiales similaires, je veux que vous sachiez que vos sentiments sont valides. Vous n'êtes pas dramatique de vouloir être traité avec respect et amour. Vous n'êtes pas obligé de maintenir des relations qui nuisent constamment à votre santé mentale, même si ces relations sont avec des membres de votre famille. Ce fut un parcours difficile, mais pour la première fois de ma vie, je me sens vraiment libéré du poids d'essayer constamment de mériter un amour qui aurait dû être donné librement. Et honnêtement, leur réaction absolument insensée au simple fait que je me sois éloigné m'a montré exactement qui ils sont vraiment. J'ai peut-être perdu une famille, mais j'ai gagné quelque chose de plus précieux, la tranquillité d'esprit et la certitude que je mérite mieux que ce qu'ils me donnaient. Je suis encore en train de digérer tout ce qui s'est passé, mais je sais que j'ai fait le bon choix. Parfois, la chose la plus saine que vous puissiez faire est de vous éloigner, même quand, et surtout quand, tout le monde pense que vous avez tort de le faire. Mise à jour, au moment où j'écris ceci, je viens de recevoir une notification indiquant qu'ils ont créé un groupe Facebook appelé « Ramener Juliette à la maison » et qu'ils invitent des membres de la famille élargie à le rejoindre. Je n'arrive même pas à inventer ça. Le niveau de drame public qu'ils sont prêts à créer plutôt que de simplement s'excuser est vraiment au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Mais c'est aussi la confirmation finale que j'ai pris la bonne décision. Ce n'est pas le comportement de gens qui m'aiment et à qui je manque. C'est le comportement de gens qui sont en colère d'avoir perdu le contrôle sur quelqu'un qu'ils prenaient pour acquis. J'en ai fini. J'en ai enfin, complètement fini. Et pour la première fois en 28 ans, cela ressemble à de la liberté.